Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Stéphane Lebert, CEO of Exatrac. He's been reverse engineering since more than 15 years and worked for French government NC from 2012 to 2015. Stéphane is a renowned Windows kernel expert who has identified important vulnerabilities before, and from what I know, he will also disclose some new leaks in the few next months. His talk is about the analysis of the 6 months executable and its internal functioning, activities, interception technique, and the detection of malicious behavior. So, je vais vous demander d'accueillir sur scène Stéphane Lebert, le PDG d'Exatrac. 15 ans d'expérience en reverse engineering. Il a travaillé pour l'ANSSI de 2012 à 2015. C'est un expert reconnu du kernel Windows qui a identifié d'importantes failles de vulnérabilité du noyau par le passé et qui est censé en publier donc de nouvelles dans les mois à venir. Son talk porte sur l'analyse de l'exécutable Sysmon et de son fonctionnement interne, de techniques d'interception d'activités et de détection de comportements malveillants. Merci pour l'attention que vous lui porterez. Stéphane, à toi. Merci. Ok, merci. On va lancer tout ça. Compliqué la technologie. C'est parti? Parfait. Bonjour à tous, donc je m'appelle Stéphane Lebert, je travaille à Exatrac. Donc le talk va parler de Sysmon. Donc pour ceux qui connaissent, donc c'est un outil de tracing, de monitoring de l'activité. Sysmon a déjà été évoqué dans plusieurs talks. Donc pourquoi est-ce que je fais un talk là-dessus? En fait, j'ai remarqué que la majorité des talks se basaient sur le fait que Sysmon est utilisé pour collecter des journaux. Mais eux s'orientaient surtout sur l'établissement de règles. On va voir qu'on peut créer des règles et comment faire les règles les plus optimisées par rapport au système d'information. Là, l'objectif pour nous, ça va plutôt être essayer de voir un petit peu comment fonctionne Sysmon à l'intérieur et puis comment après traiter les différents journaux qui peuvent être générés. Alors, donc, on va parler de ce qu'est Sysmon, comment ça marche, qu'est-ce que Sysmon voit, qu'est-ce qu'il ne voit pas. Et enfin, comment est-ce qu'on peut essayer de détecter des choses suspectes avec Sysmon en essayant d'aller un peu au-delà des règles. Alors déjà, Sysmon, c'est quoi? Sysmon, c'est un outil de monitoring de la suite SysInternals. Ça permet d'aller capter un certain nombre d'actions, d'activités sur le système et de le journaliser dans des event logs. Donc c'est assez simple, vous installez Sysmon, et puis après, ça tourne, ça vous collecte ça dans des event logs, et tout va bien. Pour pouvoir sélectionner ce qu'on veut récupérer, il y a des fichiers XML qui peuvent être utilisés, et donc on va pouvoir générer ces règles avec des fichiers XML, et sélectionner un filtrage un peu plus fin sur qu'est-ce qui nous intéresse de récupérer. Donc là, il y a un screenshot d'event log qui est lié donc, à de l'activité. Alors Sysmon, ça récupère quand même un paquet de choses, ça a quelques années maintenant. Ça récupère d'une part la création des processus, les actions sur les fichiers, alors création de processus mais également fin de processus, tout ce qui est action sur les fichiers, donc création, modification du timestamp, tout ça. Le chargement des drivers, le chargement de modules, donc DLL, mais exécutables aussi. Les create remote threads, très utilisés par les malwares pour pouvoir faire exécuter du code dans un autre processus. Les accès en brut au système de fichiers, les accès registres sur tout ce qui est écriture, modification, tout ça, ça peut être utile sur de la persistance. Également, tout ce qui va être named pipe, très utilisé par les attaquants pour pouvoir communiquer entre différents processus, ou tout simplement parfois en créer un pour dire c'est bon, je suis en train de tourner, tout va bien, c'est normal. Également tout ce qui est événements WMI, et enfin les queries DNS. Donc les requêtes DNS, on n'abordera pas les requêtes DNS ici, ça vient d'arriver, donc je ne l'ai pas intégré au talk, mais globalement ça fonctionne à peu près pareil que sur tout ce qui est trace réseau, que je n'ai pas évoqué d'ailleurs. Donc voilà, tout ce qui est trace réseau qui est généré par des ETW.
Alors, sur tous ces événements, on va devoir les filtrer, parce que si on journalise tout, bah, ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire si on journalise par exemple tous les modules qui sont chargés, bah, c'est cool, mais on a 64 mégas de log, ça va vite péter, parce que chaque processus qui se crée, il va journaliser chaque DLL qui va être chargé. Ça va faire beaucoup. Donc on peut faire des filtres de ce type-là. Les filtres ont un peu évolué dernièrement. On a maintenant un système de groupe qui nous permet de faire des arborescences de décision. Avant, on pouvait juste dire include ou exclude. Donc on prend ou on jette, suivant un certain nombre de critères. Maintenant, on peut faire des choses un peu plus compliquées, comme ici par exemple, où le premier événement, c'est si l'événement c'est un create process, et s'il y a timeout dans l'image, et s'il y a 100 dans la command line, dans ce cas-là, on va journaliser. Donc on voit qu'on peut commencer à faire des filtres un peu sympas. Donc voilà, ça y est, on a terminé les filtres. On va passer sur la suite. Donc, Sysmon, c'est quand c'est installé, il y a deux fichiers. On a sysmon.exe, qui est l'exécutable qui se lance, tout simplement, qui est le service. Et on a sysmon.drv.sys, qui est le driver qui est chargé en noyau. Puisqu'il y a deux instances dans Sysmon. Il y a une instance utilisateur, qui est l'exécutable, le service, et le driver. En cours d'exécution, on a l'exécutable, donc sysmon.exe, qui est chargé entre guillemets en late boot, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur un chargement. Par exemple, avant, Sysmon se chargeait au moment du boot du noyau. Donc il était très tôt et on pouvait voir tout le noyau s'initialiser. Maintenant, la politique a changé et Sysmon ne commence à journaliser qu'après le démarrage de tout le système, au moment où les exécutables peuvent se lancer complètement en tant que service. Donc on a pu louper des choses, mais c'est pas grave, on va quand même monitorer le reste de l'activité. Alors Microsoft aime pas mal Sysmon quand même, puisque ils ont fourni pas mal de documentation, y compris pour pouvoir le déployer sur des systèmes d'information par des GPO. Donc on voit une vraie volonté de déployer Sysmon sur des parcs et d'aider les administrateurs à pouvoir monitorer leur système d'information. Donc l'objectif il est simple, hein, c'est chaque ordinateur devrait avoir son Sysmon de configuré et qui tourne. En tout cas, ce serait vachement bien. Alors, pour pouvoir parler des internals de Sysmon, on va devoir faire quelques petits retours sur les bases de comment fonctionne un noyau sur un système d'exploitation. Donc on va voir quelques notions de base. Alors d'un côté, on va avoir des exécutables, les .exe. Eux, ils s'exécutent en userland. Donc voilà, on est en mode utilisateur. Et on va avoir des drivers qui s'exécutent en noyau, en kernel land. Pour qu'un exécutable puisse communiquer en direct avec un noyau, on va devoir utiliser des NT Device IO Control. Donc c'est une API qui fait l'interface avec le noyau. Et on va pouvoir appeler cette API pour pouvoir communiquer directement avec les drivers qu'on choisit. Donc, pourquoi il y a deux niveaux, un mode utilisateur et un autre noyau? Tout simplement parce que le mode utilisateur, il va pouvoir mener certaines actions assez simplement, qui seront des actions plutôt complexes en noyau. Et en noyau, on va pouvoir mener d'autres actions, par exemple, pour réussir à collecter l'intégralité des flux sur certaines actions. Ça sera plus facile de le faire en noyau. Et donc, ça sera fait à ce niveau-là. Également, en noyau, on peut faire des actions qui ne sont tout simplement pas possibles en userland. Et c'est pour ça qu'il y a les deux modules. Donc, le noyau, également Windows, va pouvoir notifier un certain nombre de drivers au fur et à mesure de l'exécution du système. C'est ce qui s'appelle des callbacks. Et donc, les différents drivers vont pouvoir dire au noyau, bah tiens, moi, quand il se passe telle chose, je voudrais être notifié pour pouvoir donner mon avis. Ça, vous pouvez l'expérimenter tous avec les antivirus, par exemple, au moment où vous voulez charger un fichier, un exécutable ou quoi que ce soit. L'antivirus va vous dire non, pépère, là, on arrête, je bloque. Ben ça, c'est grâce au callback, au système de notification noyau, que le driver va se positionner dedans à un moment, le driver de l'antivirus, et va dire ouais, non, là, ton truc il pue, donc on va pas le charger. Donc voilà, tout ça, c'est grâce au système de callback. Chaque driver qui s'exécute, qui se charge plutôt, va avoir une table qui lui est associée. Donc une table qu'on appelle IRP table. À la base, lors de son chargement, elle est vide cette table. Et le driver va pouvoir référencer un certain nombre de fonctions dans cette table. Si par exemple on veut pouvoir faire des reads sur le driver, on va référencer la fonction IRP mjread.
Et ainsi, l'applicatif userland va pouvoir aller faire des reads sur le driver. Pour pouvoir communiquer, un driver il a besoin d'exposer un device. On ne peut pas taper directement le driver comme ça. Et depuis le userland, on va aller parler au device. Donc le driver crée un device. Ils sont situés dans l'object manager dans anti/device. Et en se connectant à ce device-là, on va pouvoir parler directement au driver. Donc si on parle à device 1, ça va arriver à original driver. Mais on peut faire un petit trick qui s'appelle s'attacher à un device. C'est-à-dire qu'un driver va pouvoir créer un deuxième device et dire bah, maintenant ce device-là, je l'attache à un autre. Et là, par exemple, c'est le cas de new driver qui a créé device 2 et device 2 a été attaché à device 1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand nous, on va vouloir parler à device 1, ça va être remonté automatiquement à device 2 et donc c'est le nouveau driver qui va prendre la main avant le driver originel. C'est par exemple comme ça que fonctionne FLT-MGR. Et ça s'appelle la device stack, tout simplement. En parlant de FLT-MGR, Windows, donc un système de gestion des filtres sur lequel peuvent venir se plugger des mini-filters. Donc les mini-filters, ça va être différents drivers qui vont pouvoir donc se faire référencer, notifier au fur et à mesure d'actions sur des ressources. On voit ici le userland qui essaye d'accéder par exemple à un fichier. Et donc on va avoir l'IO manager qui va prendre la main, puis il va passer à FLT-MGR, donc le filter manager. Lui il va l'intercepter, il va le renvoyer à plusieurs différentes instances, plusieurs drivers. On voit d'ailleurs qu'au milieu on a un antivirus qui est notifié. Une fois que toutes les instances ont été appelées, c'est transféré ici au file system, qui va lui après faire sa vie et le retransférer au driver de stockage. Le filter manager, il va permettre globalement, principalement, deux actions qui sont le pre-operation et le post-operation. Ça va être très important, puisqu'on va pouvoir avoir la main avant l'appel de passer la main au driver, et la main également au retour, donc après le processing du driver. Ça, c'est assez important, puisque ça va nous permettre, surtout pour un antivirus, de ne pas forcément avoir la main après que le virus ait pu faire des bêtises. Passons à Sysmon. Sysmon, voilà un schéma un peu simplifié de Sysmon. Alors, on va le reprendre tranquillement. On a sysmon.exe qui est initialisé. Souvenons-nous, c'est le service qui est chargé. Donc sysmon.exe va charger sysmon.drv.6. Sysmon.drv.6 va poser un système de notification donc, sur le noyau, NTOS kernel, et sur les filter managers, pour s'éclairer en tant que mini-filter. Une fois que ça se sera fait, les différentes instances vont faire des callbacks et donc appeler le noyau, donc le driver Sysmon driver depuis le noyau, pour un certain nombre de notifications qu'on verra juste après. Une fois que ces notifications ont été faites au driver de Sysmon, lui va pouvoir renvoyer l'activité au processus utilisateur qu'il requête en permanence. On va voir ça. À partir de là, le processus utilisateur va pouvoir aller journaliser ces différents événements directement vers le noyau avec l'event log. À côté, il va également se faire notifier directement par le noyau sur certaines actions particulières, type TW. Et il va également avoir un système de callback WMI, parce que tout simplement, il traite du WMI, le Sysmon. Donc voilà globalement comment Sysmon interagit avec les différents modules du système d'exploitation pour réussir à collecter et tracer l'activité qu'il souhaite. Alors, pour commencer à aller à aller communiquer avec Sysmon, ce que je voulais, c'était déjà de pouvoir dialoguer avec son driver. C'est cool que Sysmon.exe le fasse, mais je préférerais pouvoir le faire moi-même. J'aime bien faire les choses moi-même. Et donc, je veux ouvrir le device Sysmon.drv, et là, je me reçois un bon gros permission deny, non, t'as pas le droit. Ok, d'accord. Première chose que je me demande, c'est ok, ça se trouve, il y a des ACL qui sont positionnés, et donc on va pas avoir le droit de le charger. On regarde les ACL, c'est assez YOLO quand même, puisque c'est everyone, c'est bon, c'est la fête. Donc ça vient pas des ACL de toute évidence. Bon, il y a peut-être un truc un peu particulier de fait dans le create file, et donc on reverse sysmon.exe, et on va tomber sur le create file
Et sur le create file, on va reprendre exactement les patterns, tout ça. On va faire, bon, vas-y, on l'envoie comme ça, on verra bien, ça passera sur bon. Bah non. On se tape un access deny. Bon, ça veut dire que c'est pas directement au niveau de la configuration exposée par le driver. Ça veut dire que ça vient du driver, donc. Donc on va aller reverser le driver. Pour rappel, quand on fait un create file, sysmon.exe va balancer une demande create file au noyau. Le noyau, lui, il va appeler l'IO manager. Et l'IO manager, lui, il va appeler IRP MJ create. On se souvient, le driver reçoit une table IRP vide et va référencer certaines fonctions au fur et à mesure. Et sur certaines fonctions, je crois que c'est la première, c'est IRP MJ create qui peut être référencée. Et donc, en la référençant, on va pouvoir donc récupérer tous les create files faits sur le device. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'IRP table du driver. L'IRP table, elle donne ça. On a un IRP MJ create qui pointe vers une fonction. On a également, alors voilà, les autres là, on est sur, les autres sont vides, elles sont initialisées par le noyau. On va également avoir du IRP MJ close et du IRP MJ device control. Donc on voit que on peut faire du open, on peut faire du close et on peut faire des device IO control. Ok. Par contre, elles pointent toutes sur le même driver, enfin sur la même fonction du driver plutôt. Donc ça veut dire que lui, il va devoir, après, en interne, réussir à identifier d'où est-ce que ça vient. Alors quand on regarde dans le driver, on voit que donc il y a le cvar3 là qui va en fait comparer quel est le type d'IRP qui a été appelé. Donc ici le 0 IRP MJ create. Puis il va y avoir un SE privilège check. Donc checker les privilèges SE qui sont positionnés. Et si on regarde un petit peu, en fait, c'est la valeur 0x14 qui est utilisée, qui correspond à SE-debug privilège. SE-debug privilège, c'est un privilège très élevé au niveau de Windows, et qui va donc permettre de faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc on va tester avec toujours notre outil préféré Python for Windows pour faire notre create file et notre enable privilège de SE-debug privilège pour pouvoir créer un handle. Et là, on récupère 524, c'est notre numéro de handle, c'est parfait, on a un handle sur le driver. Maintenant, on va vouloir communiquer, voir un petit peu ce qu'il nous renvoie. En regardant donc comment fonctionne le mode utilisateur, on voit qu'il y a une boucle qui est faite sur device IO control et qui en fait envoie des requêtes des device IO control en continu sur le driver pour aller récupérer les différentes actions dans des buffers. Et voilà. Ça y est, on a fini, au revoir. Donc, un exemple de log qui est remonté à partir du buffer. On a ça, ici, ça c'est un create process qui est fait sur SVC host. Et donc là, il vient de remonter ce buffer-là, qui sera après traité en mode utilisateur par le sysmon.exe. Alors, pour se faire notifier le noyau, il va devoir aller référencer des callbacks. Donc, on va faire du PS7 load image notify routine pour tout ce qui est chargement de drivers et de modules. Ça fait les deux. Et là, ça c'est une simple liste chaînée où en gros, tous les drivers qui seront dans cette liste, toutes les fonctions qui seront dans cette liste, seront appelées au moment du chargement d'un driver. De la même façon, tout ce qui est create process, create thread, tout ça, va se faire notifier respectivement par PS7 create process notify routine et PS7 create thread notify routine. Ils sont deux fonctions qui font exactement, enfin, qui ont le même principe. On va référencer une fonction qui se fera appeler en callback au moment des créations de processus et de threads. Donc, c'est vraiment simple, mais ça fait le job, quoi. Et ces listes ne sont pas forcément très très nouvelles. Pour tout ce qui est registre, on va utiliser une autre fonction. CM Register Callback. CM Register Callback, c'est donc pour toutes les actions sur le registre qui seront faites, on enregistre une fonction, encore une fois, qui va se faire notifier, comme pour les deux fonctions précédentes, ou les trois plutôt. Et de la même façon, cette fonction va se faire appeler à chaque fois qu'il y a une action. Mais cette fois-ci, le driver va lui devoir processer. Est-ce que c'est un create, est-ce que c'est un delete, est-ce que c'est un rename, voilà. Il va devoir reprocesser l'action parce que c'est toutes les actions de registre qui vont passer par là.
Donc on a déjà vu plusieurs interceptions, on va aller un peu plus loin. Ici, ça c'est Sysmon, pour tout ce qui est named pipe, a deux méthodes pour pouvoir se positionner. Donc ça m'a amusé la première, donc c'est pour ça que j'en parle. La première méthode, c'est pour tout ce qui est noyau, previous, enfin avant le 6. Donc c'est-à-dire de Windows XP par exemple. Et donc Sysmon, à la base, ce qu'il faisait, c'est qu'il créait un driver, un device, pardon, Sysmon Pipe Filter. Et ce device-là, il allait faire un IO attach to device stack sur le device named pipe. Et souvenons-nous, résultat, quand named pipe se faisait appeler, c'était retransféré au driver supérieur, qui est maintenant Sysmon, et Sysmon, comme ça, pouvait loguer. Donc ça, c'est bien, c'est cool, mais c'est plus utilisé comme ça. Tout simplement parce que maintenant, ils sont passés à la nouvelle technologie avec FLT-MGR, et donc, ils vont pouvoir référencer des API beaucoup plus complètes pour pouvoir, et beaucoup plus simples pour le développeur de driver pour pouvoir appeler, se faire appeler au moment de ses actions. Donc résultat, c'est plus résilient pour le système aussi quand même. Donc voilà, on voit Sysmon est Such 2.0 quoi. Ici, on voit que donc on a listé les différents filtres de Filter Manager. On voit qu'on a plusieurs Sysmon, instances Sysmon qui sont référencées. Ces différentes instances Sysmon, on va voir un petit peu en fait. On va avoir déjà plusieurs instances, sous-instances entre guillemets, qui seront référencées sur tout ce qui est create named pipe, close, cleanup et set information et close aussi. Ça, Sysmon le positionne sur tous les hard disk volumes, donc sur tous vos volumes tout simplement, et sur les named pipe. Et il va pouvoir comme ça réussir à récupérer tout ce qui est, encore une fois, pré- et post-processing. Pour tout ce qui est Sysmon, le pré-processing sur tout ce qui est filter manager, il le positionne juste à 0, entre guillemets, il référence un return nul, tout simplement parce que il s'en fout. C'est le post-processing qui va l'intéresser parce qu'il y aura plus d'informations à pouvoir récupérer. Ensuite, on a les accès au processus que Sysmon journalise également. Et sur les accès au processus, il va se positionner au niveau de OB Register Callbacks. Et cette fois-ci, il aura accès à tout ce qui est thread, processus, desktop. Donc thread, processus, Sysmon y monitor. Mais par contre, le desktop, pas encore. Donc potentiellement, il est déjà référencé dans les listes pour pouvoir utiliser monitorer de la GUI. Donc c'est quelque chose qui pourra peut-être arriver plus tard. De la même façon que FLT-MGR, il référence le pré et le post, mais utilise le post. Ensuite, on arrive sur un truc qui est un petit peu embêtant personnellement. Enfin, WMI, je ne sais pas s'il y en a qui ont un petit peu travaillé sur le sujet. WMI, clairement, c'est bien de loin, mais c'est quand même mieux quand c'est loin, quoi. Donc voilà, heureusement j'ai Acryl qui est à côté et puis qui me fait non mais attends, je vais t'aider parce que je vois que tu galères un peu quand même. Donc voilà, WMI, c'est pas drôle. Donc on va passer dessus quand même. Alors WMI, Sysmon tout simplement, il va référencer une callback qui va se faire appeler toutes les 5 secondes. Cette callback, elle va avoir pour objectif de filtrer 3 classes. Event Consumers, Event Filter et Filter to Consumer Binding. Ces 3 classes, c'est les 3 classes qui vont permettre de faire de la persistance WMI. Et on va voir que Sysmon ne processe que ces classes-là. Quand on regarde dans le kernel, dans le userland, pardon, il prend tout simplement une référence sur root subscription et il fait une requête WQL sur instance operation event et il va mener donc toutes les 5 secondes un filtrage sur ces 3 classes et il va pouvoir récupérer et à chaque fois, à chaque callback WMI, la classe, sync class, va être appelée. Cette classe-là, elle va être, donc sa fonction indicate va être appelée et il va pouvoir processer le retour qu'il a eu et va journaliser 3 actions qui sont dans l'ordre delete, creation et modification. Et c'est de cette façon que Sysmon arrive à savoir un petit peu ce qui se passe au niveau WMI. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne va filtrer que ces 3 classes-là, et ce sont les 3 classes qui permettent de faire de la persistance.
Ensuite, on va avoir tout ce qui est événements réseau. Et cette fois-ci, Sysmon, il va intercepter le trafic grâce aux ETW. Donc, aux ETW callback, donc de NT kernel logger, et plus précisément, tout ce qui est Event Trace Flag Network TCP/IP. Donc ça, c'est des événements où il va se faire directement notifier depuis le noyau. Et après, il va quand même aller dialoguer avec WMI, parce qu'on ne s'en débarrasse pas comme ça, pour récupérer la description des différents buffers qu'il reçoit. Et ainsi, il va pouvoir décoder et journaliser les actions réseau. Pour tout ce qui est ETW, je vous invite à aller voir la présentation de iCrill qu'il a faite à BeerRump cette année. Il y a plus d'informations donc, que sur ce slide. Donc voilà, on a vu à peu près comment Sysmon fonctionnait pour tracer l'activité. Maintenant, il va vouloir la journaliser. Donc pour ça, il va faire des event registers sur une GUI qu'on voit en haut à gauche. Et cette GUI, cette ID, cette GUID, si on regarde un petit peu à quoi ça correspond, bah ça correspond à EventLog, Microsoft, Windows, Sysmon, Operational. Donc ça, c'est exactement là où se trouvent les EventLog de Sysmon. Et voilà, la boucle est bouclée, on a pu récupérer, tracer, communiquer avec le noyau et récupérer nos différentes actions de Sysmon. C'est cool. Maintenant, on va vouloir prendre un petit peu de recul. Alors déjà, moi, je vois un gros problème de design. C'est que Sysmon.exe, tout repose sur lui pour faire la journalisation. Et c'est un processus userland qui ne fait pas que loguer des choses, il a d'autres actions, comme on l'a vu. Et résultat, c'est un petit peu dangereux de demander à ce processus-là d'aller enregistrer tous les logs, parce que comme c'est un processus userland qui fait pas mal de choses, il y a quand même des risques de crasher. Et s'il crache, il n'y a tout simplement plus de journalisation. Donc Sysmon, il est toujours là, il peut tourner, mais bah, il n'y a rien qui sera logué. Donc voilà, c'est pour moi le principal défaut actuel. Sur le fait que un attaquant, il a juste à faire péter Sysmon.exe et c'est fini, il est plus vu. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est ouais, Sysmon, ça intercepte plein de choses, mais est-ce que ça intercepte tout? Bah non, forcément pas tout. Mais ça intercepte quand même pas mal de choses. Ce qu'il faut voir, c'est que Windows, comme beaucoup de systèmes d'exploitation, est vraiment un gros morceau. Et résultat, on peut faire plein d'actions diverses et variées pour pouvoir récupérer la main ou pouvoir faire des actions de façon détournée, en posant des fichiers, en enregistrant des clés d'un registre, ce genre de choses. Et résultat, ça peut échapper à certains filtres. De la même façon, Sysmon ne monitore pas du tout Win32K. Et Win32K, ceux qui connaissent un petit peu, on sait qu'on peut faire des choses sales avec. Donc, le fait de ne pas le monitorer, on a quand même un gros trou dans la raquette également, qui peut être exploité par un attaquant. Et un malware aussi full memory va avoir plus de facilité à pouvoir échapper aux différentes actions de Sysmon. Il va devoir comme trickser, il va devoir pas mal trickser pour réussir à faire des actions sans se faire voir, mais c'est possible. C'est dans le domaine du réalisable. Mais par contre, bon, ça demande quand même pas mal de tricks. Et donc, il est assez improbable de voir un attaquant utiliser tous les tricks pour réussir à s'échapper de Sysmon. Tout simplement parce que s'il se fait griller un de ses malwares un jour, tous ces tricks seront finis. Et donc, il va devoir tout retrouver. Enfin, soit trouver des nouveaux, soit peut-être qu'il y en aura qui n'auront pas de patch, entre guillemets. Enfin, pas de méthode pour réussir à y échapper. Donc, on voit que Sysmon intercepte quand même beaucoup de choses, mais il y a quelques trous dans la raquette qui méritent d'être comblés. Autre chose qui pose un vrai problème, c'est les configurations XML pour les Sysmon. Alors, tout ce qui est, la plupart du temps, ce que j'ai vu au niveau des configurations qui sont appliquées à Sysmon, c'est des configurations que les personnes ont repris d'Internet, parce qu'il y a quelques modèles qui sont généralement plutôt bien faits. Mais les sociétés utilisent plutôt Sysmon au final, quand je l'ai vu, enfin au niveau des configurations que j'ai vues, ils utilisent vraiment Sysmon un petit peu comme un antivirus de luxe. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier des actions plus ou moins suspectes, mais tout ce qui est sur le système en temps normal, on s'en fout.
Et ça me pose un vrai problème. Tout simplement parce que fondamentalement, il y a plein d'actions du système normal où si elles ne sont pas faites dans un certain cadre, ne sont pas normales. Et ça, il faut pour les voir, les avoir, pour pouvoir remonter en arrière. Donc, en plus, petit truc en plus, mais l'attaquant, une fois qu'il est sur le système, il va pouvoir lire la configuration Sysmon. Donc il va pouvoir aussi savoir quoi faire pour réussir à y échapper. Donc ça aussi, c'est moyen. Mais par exemple, quelques exemples d'activités qui sont, de ce que j'ai vu, qui sont souvent supprimées au niveau des règles, en tout cas des règles publiques. C'est par exemple les processus type common host qui ne sont pas journalisés. Je suis désolé, un exécutable critique qui lance un con host, un con host, c'est exécuté que quand on a besoin de la console. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'exécutables, s'ils ont besoin de la console, c'est pas normal. Et ça peut laisser penser à une injection potentiellement dans cet exécutable-là. Un processus qui écrit, normalement il est censé écrire dans %temp, et d'un seul coup il se met à écrire autre part. Ça aussi, ça serait important de le journaliser. Des DLL qui seraient chargés par des processus critiques. J'ai vu un certain nombre de règles qui juste désactivaient la journalisation des DLL, des chargements de DLL. Et donc là, on risque d'avoir pour le coup de gros trous dans la raquette. Donc le minimum, si vous reprenez des règles depuis Internet, des jeux de règles, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'activer la journalisation de tous les create process. Normalement, ça ne devrait pas exploser votre taille de buffer, et au moins vous pourrez remonter sur un certain nombre d'actions. Donc vraiment au moins journaliser les create process, c'est entre guillemets le minimum pour commencer à faire un peu d'investigation. Alors, quelques actions d'attaquants qui sont bien faciles à récupérer avec du Sysmon et qui sont très couramment faites par les attaquants. Par exemple, exécuter un PS exec. Oui, ça fait partie du toolkit entre guillemets assez régulièrement utilisé. Avoir un SVC host qui est créé, utilisé dans un répertoire temporaire. Une clé run qui pointe vers un fichier quelconque, potentiellement malveillant. Des scripts PowerShell mis dans la command line avec plein de caca dedans qui fait que même quand on la voit en fait non ça c'est pas bon, mais que fait par exemple du Cobalt Strike, un Word qui exécute un VBS, des tâches planifiées qui exécutent des programmes dans %temp, ou encore des exécutables qui sont dans programme data. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on voit régulièrement faites par des attaquants qui sont clairement triggable par Sysmon, et c'est très bien, tant mieux. Mais voilà, j'ai considéré déjà qu'on peut faire tout ça, et que pour pouvoir réussir à détecter des attaquants, tous ces systèmes de règles-là, qui sont déjà largement implémentés dans les règles publiques, sont présents. Par contre, on peut essayer de prendre une approche qui n'est pas forcément essayer de voir de l'activité de l'attaquant qu'on a déjà vue. Au sens que là, on a fait des règles pour identifier des actions où on sait que l'attaquant peut mener ça. Mais ça peut être intéressant aussi de regarder tous les nouveaux exécutables qui sont apparus sur notre parc. Tous les nouveaux hash, tous les nouveaux PAF. Là, on va potentiellement pouvoir trouver des attaquants qui essaieraient de faire des choses un peu plus malines. De la même façon, on va pouvoir trouver des exécutables qui s'exécutent avec un même nom d'utilisateur sur trop de machines. Encore une fois, on est sur des actions assez louches. On va également pouvoir voir des services, si on fait la liste de nos services sur notre parc, et qu'on fait quelques stats, on va vite voir des services qui sont assez rares et donc peut-être anormaux au niveau de nos systèmes d'information. Et encore, quelque chose qui marche extrêmement bien, c'est voir des processus lancés par des utilisateurs standards, entre guillemets, en dehors des plages horaires de travail. Ça marche plutôt pas mal quand même, puisque quand la personne dort, elle n'est pas censée quand même exécuter des cmd.exe. Mais déjà, là, on sort purement des règles pour pouvoir essayer d'aller travailler un petit peu plus profondément les logs pour en extraire quelque chose d'un peu plus profond. On va parler maintenant d'un buzzword, le deep learning. Souvent, quand on regarde des lignes, certaines lignes de commande, on fait « Ah, ça sent mauvais quand même. » Et on se dit, mais voilà, le fait que se dire, tiens, ça sent mauvais, c'est peut-être un réseau de neurones, ça peut peut-être réussir à bien s'appliquer à ça.
À la base, nous, on se disait clairement, non, mais c'est quelque chose, c'est de l'expérience, il faut bien connaître le système, tout ça. C'est quelque chose de vraiment, enfin, ça demande du temps, ça, c'est pas trivial. Une machine, ça va être compliqué qu'elle puisse réussir à connaître tout ça. Mais bon, quand on y pense, identifier une tumeur sur une radio, c'est pas trivial non plus. Et pourtant, l'IA se débrouille pas trop mal là-dedans, d'après ce que j'ai compris. Donc, tout le monde nous disait, bah, si, faites du machine learning, tout ça. Et on s'est dit, bah, allez, on va essayer de le faire, mais on va vraiment le faire pour le coup. Alors, pour rappel, les réseaux de neurones de deep learning, comment ça fonctionne? On va avoir des neurones en entrée. On va avoir un certain nombre de layers au milieu qui vont être reliés par des synapses. Et à la fin, on aura une ou plusieurs sorties, suivant ce qu'on veut. Nous, on va l'utiliser en classifier, donc pour faire de la classification, tout simplement. Et l'objectif, ici, ça va être de pouvoir mettre tous les points bleus dans du bleu et du orange pour tous les points orange. Et au fur et à mesure des entraînements sur le réseau de neurones, il va pouvoir se câbler un certain nombre de seuils, un certain nombre d'endroits avec différents poids, pour réussir à atteindre son objectif, qui est donc ici de remettre tous les points bleus dans le bleu et tous les points orange dans le orange. Donc là, c'est simple, on a 2 dimensions, ça va, ça gère bien. Ici, on va devoir en utiliser un peu plus. Et nous, on a voulu faire ça, déjà, sur tout ce qui est création de processus. Parce que c'est ce qui est le plus courant, et quand on voit des attaquants faire des actions, assez souvent on voit du create process. Donc on va déjà essayer de faire entre guillemets la chose la plus simple, enfin entre guillemets, entre gros guillemets, qui est identifier des actions suspectes sur du create process. Donc pour ça, on prend le nom du processus exécuté, sa command line, le processus parent, sa command line, et on va mettre ça dans le réseau, on va devoir lui faire apprendre des choses. Donc on a utilisé un réseau à convolution en fast-forward, avec un seul neurone de sortie, qui va donc nous donner une classification sur suspect ou pas suspect. En set de training, on a récupéré à peu près 15 000 exécutions malveillantes de vrais malwares trouvés in the wild. Voilà, c'est du vrai malware qui pète vraiment des gens. Et à côté, on avait mis 85 000 exécutions sur des vrais ordinateurs qui tournent vraiment. On lui a fait apprendre donc pour qu'il apprenne à classifier. Et contre toute attente, les résultats sont plus que pas mauvais, puisque en lui donnant un nouveau jeu de malware qu'il n'avait jamais vu, il nous a sorti un peu plus de 95% de détection. En lui donnant donc des activités sur des réseaux qu'il ne connaît pas du tout, d'autres entreprises, eh bien, il a réussi à identifier il a fait entre 0,1 et 3% de faux positifs. Ce qui est clairement, 3%, généralement, quand on a 3%, bon, c'est beaucoup. Mais c'est parce que l'entreprise, généralement, a des progiciels qui ont des command line, mais qui fouettent. Et donc, il faudrait juste recabler le réseau par rapport à l'activité de l'entreprise. Mais ce n'est pas un travail énorme. Le principal du travail est déjà fait. Dans les détections un petit peu fun, j'en ai remonté une parce qu'elle m'a bien fait rire. Et en effet, c'est quelque chose qui n'avait pas été remonté en fait, par nos heuristiques, par nos rules. Nos rules ne l'avaient pas identifié. Et en passant le réseau de neurones dessus, on a vu justement un flash player installer qui se supprimait tout simplement avec de la ligne de commande, avec du /del, son propre nom. On était là, mais oui, ça pue. Mais oui, ça c'est en plus, Sysmon n'a pas information si c'est signé ou quoi que ce soit. Donc, mais oui, ça fouette. Et le fait que nos engines ne l'aient pas identifié, ça montre bien qu'au final, avoir quelque chose d'un peu plus profond comme un réseau de neurones qui a été entraîné, ça peut être vraiment utile. Donc voilà, en conclusion, on a vu un petit peu comment Sysmon collecte ses infos, comment il arrive à intercepter les différents événements. Comment est-ce qu'on peut réussir à détecter qu'est-ce qu'il voit pas, et après réussir à partir de ce qu'il voit, comment réussir à identifier des actions malveillantes, un peu au-delà de la simple utilisation des règles pré-fournies par Sysmon. Donc tout ce que je vous conseillerais, c'est d'installer Sysmon, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait sur vos Windows. Et voilà. Donc merci pour votre attention, et avez-vous des questions ? Bonjour, merci pour cette présentation. Bonjour, merci. Ma question porte sur le fait, est-ce que vous allez rendre public votre config ? Notre config, notre XML, c'est ça ? Oui.
En fait, les XML, on les fait par client, tout simplement parce que chaque client a des besoins propres. C'est vrai qu'on a quand même une base commune à voir, à discuter. Est-ce qu'on rend ça public ou pas? C'est quelque chose de possible. Au moins la base publique pour comparer avec soit celle de Swift ou celle de S-Boussaden. Oui, mais ils ont déjà de très bonnes bases. Pour être honnête, j'ai bien regardé dedans parce qu'ils proposent quand même énormément de règles, parce qu'ils ont quand même joué ça sur beaucoup de parcs avec beaucoup de races dessus. Après, il y a plusieurs approches. Si vous regardez dedans, il y a par exemple souvent tout ce qui est chargement des images, enfin tout ce qui est module chargé qui est chanté. Donc là déjà, par exemple, je vous conseille d'au moins l'activer sur les modules non signés. C'est voilà, rien que ça déjà, vous allez gagner en détection. Bonjour, moi j'ai deux questions. Donc la première, c'est est-ce que vous avez essayé de ce que tu disais là, le fait d'activer toute la liste là, d'events, qu'est-ce que ça génère en termes de buffer? Et la deuxième question, c'est deep learning, c'est sexy, mais si vous utilisez un classifieur bayésien basique, est-ce que ça donne la même chose ou pas? Est-ce que vous avez comparé au moins entre les deux ou avec d'autres? Alors, le deep learning, c'est sexy, et puis en fait, ça correspond bien à notre besoin parce qu'on a besoin de faire évoluer un état par rapport à nos clients, puisqu'après, les réseaux, on les fait évoluer par rapport au système d'information des clients. Donc, ça se prête plutôt bien au fonctionnement. C'est quelque chose qui pourrait peut-être être fait avec juste de la statistique, mais j'ai des doutes. Les différents layers ont vraiment leur importance quoi, dans le traitement. D'ailleurs, s'ils sont mal câblés, bah, ça va partir en cahuète. Et sur la taille des buffers, il y a 65 mégas, mais qui sont configurables, bien entendu. Et sur ces logs, en gros, quelque chose de bien optimisé, on a à peu près 2 semaines de journalisation dessus. Mais là, par contre, ça veut dire que vous activez pas tout ce qui est réseau. Nous, le réseau, tout simplement, on ne log pas. Parce qu'on considère qu'il y a déjà des firewalls, des IDS, tout ça, et ça génère énormément de logs, et on préfère garder les logs plutôt sur l'activité système directement. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. D'autres questions? En haut à gauche. Comment vous faites pour monitorer le Sysmon pour un grand parc? Alors pour un grand parc, il y a Parce que deux... Comment? Alors il y a 2 méthodes qui peuvent être utilisées. Soit on fait ça en flux tendu, entre guillemets, on récupère tous les événements qui sont faits partout sur le parc, mais voilà, ça peut être assez coûteux à gérer. Mais c'est possible. De toute façon, on ne le fait pas en flux tendu, on ne le fait pas en temps réel. Faut récupérer par package, qui sont faits tous les X temps. Et soit tout est envoyé, entre guillemets, dès que c'est reçu, c'est envoyé pour traitement. Donc sur des règles simples, c'est suffisant. Par contre, pour des règles un peu plus compliquées, on fait pas que du machine learning derrière. On fait également, on réémule chaque système séparément avec tous les processus qui sont en cours, tout ça. Et résultat, on peut rejouer une journée complète en identifiant par rapport à l'ensemble de l'activité du système, est-ce que les activités sont légitimes ou non. Et ça, par contre, on a besoin de le faire plutôt une fois par jour, le soir, sur la machine. Donc voilà, on utilise plusieurs niveaux d'analyse pour faire en sorte de choper le plus de choses et les plus complexes possibles. Donc c'est pour ça la réponse n'est pas forcément tranchée, mais les deux approches ont leurs avantages et inconvénients. Bonjour. Sur la partie machine learning, les premières phases d'entraînement, vous les avez faites sur des honeypots ou vous êtes passé directement en prod Alors je l'ai fait sur de la sandbox, pas de l'honeypot. Donc de la sandbox où je pouvais récupérer les résultats. Et pour le coup des machines réelles, c'est vraiment des machines réelles en entreprise quoi. Ok, aujourd'hui ça s'améliore toujours avec Oui, les clients. oui, on récupère en flux tendu les nouveaux malwares qui sont exécutés et on le recable au fur et à mesure. D'autres questions? Une dernière en bas?
Déjà, merci pour cette présentation. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible de cacher la configuration XML d'une moyen ou d'une autre de Sysmon pour éviter que l'attaquant le récupère? Alors oui, ce serait possible. Je ne conseillerais pas forcément non plus. En fait, ce qui serait possible, c'est de lancer Sysmon, puis de supprimer sa config et de la réinstaller qu'au moment de l'extinction. Ça serait d'ailleurs quelque chose que Sysmon pourrait faire lui-même. Bon, il ne faudrait pas qu'il crache entre-temps. Mais ce serait quelque chose qui serait possible. Après, voilà, il y a le risque de crash et qui fait qu'on perdrait sa config. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Sysmon n'essaye pas particulièrement de se cacher. À la fois, ce serait bien qu'il essaye un jour, mais à la fois, on va lui reprocher beaucoup de choses s'il commence à le faire. Donc, on peut pas vraiment statuer là-dessus. Sur la config, en tout cas, ce serait bien qu'il faille que ce soit un petit peu compliqué de l'avoir. Je me souviens plus des droits qui sont positionnés sur le répertoire, mais voilà, déjà avec un système de droits élevé, ça permettra de ralentir un peu. Après, voilà, faut pas se faire d'illusions. Si on est face à un malware qui veut se cacher de Sysmon, il fera en sorte soit de trouver la config, soit de se cacher. Oui, merci. À propos de cacher la config et de Sysmon, il y a un event en fait qui est droppé, enfin qui est sorti à partir du moment où il est arrêté ou qu'il a un problème. On considère que le poste est compromis à partir du moment où le Sysmon tombe. Donc en soi, le but n'est pas de cacher la config. Enfin, je vois pas pourquoi on pourrait cacher la config. En quoi ça apporterait quelque chose de plus? Le truc, c'est que en cachant la config à un attaquant, ça veut dire que l'attaquant pourrait arriver, regarder la config Sysmon avant de commencer à faire des choses malveillantes et dire ok, bon dans tous ces répertoires, ça a l'air YOLO pour s'installer. Je vais commencer à faire des trucs là-dedans et puis avec quelques petits moyens de persistance un peu tricky, potentiellement, il peut réussir à s'en sortir. Et résultat, il sait qu'il passera en dessous du radar. C'est quelque chose qui se fait et on n'a pas besoin de désactiver Sysmon ou quoi que ce soit pour ça. Ok, merci Stéphane. Merci pour ton Merci à vous. intervention.